L'histoire que je vais vous raconter n'est ni une rumeur, ni un oui-dire. Tout s'est déroulé sous mes yeux, et toutes les personnes impliquées sont bien vivantes, en chair et en os. Enfin, plus ou moins. Venant d'une petite ville, ma première année à la fac m'a frappé en plein visage, comme un réveil brutal. J'ai mis du temps à m'adapter au rythme, mais peu à peu, j'ai commencé à me faire de bons amis. Mon premier ami, Liam, qui était aussi mon coloc, venait d'une famille aisée. Sa sœur, Bethany, a rejoint la même fac l'année suivante, devenant notre cadette. Bethany avait un copain au lycée qui est mort dans un accident de voiture. Après sa mort, Bethany n'a plus jamais été la même. Un incident tragique l'a transformée en une personne totalement différente. Un jour, on traînait à la café quand Liam a commencé à parler des vacances de printemps. On était un groupe de 5. Moi, Liam, Bethany, Samantha et Matthew. Samantha et Liam, c'était quelque chose, même s'ils hésitaient à l'admettre à l'époque. Et j'étais du genre éternellement célibataire. Mais Matthew était dans un pétrin bien plus grave que nous tous. Il aimait beaucoup Bethany, vraiment beaucoup. Peu importe ses efforts pour se contrôler, son cœur ne lui obéissait jamais. Chaque fois que Bethany lui parlait, on voyait son visage devenir rouge. Liam était trop aveugle pour voir que son ami était fou de sa sœur, mais moi si. Impossible de savoir si Bethany ressentait quelque chose pour Matthew, les filles sont difficiles à déchiffrer. Et Bethany avait un passé compliqué qui empêchait toute relation personnelle. On discutait de nos plans pour les vacances quand Liam a dit que son père avait un chalet dans la vallée où on pourrait s'éclater. Matthew a crié de joie, et on s'est tous excités à l'idée de passer nos vacances dans les montagnes paisibles. Ces vacances furent mémorables, c'est sûr, mais d'une façon choquante. Peu importe les vacances à venir, aucun de nous n'oubliera jamais celle-ci. Liam a amené son énorme camping-car et nous sommes tous montés pour des vacances tant attendues. Pendant le trajet, Matthew s'est assis à côté de Bethany. Après 1 heure, je l'ai vu faire rire Bethany. C'était agréable de les voir enfin bien s'entendre. L'effort que Matthew a fait sans mettre Bethany mal à l'aise a augmenté mon respect pour lui. Je ne doutais pas que Matthew avait vraiment des sentiments pour elle. Vers 16 heures, nous sommes arrivés à destination. Le chalet était si haut perché qu'on pouvait voir les montagnes enneigées de très près. Des flocons de neige dansaient dans l'air avant de toucher doucement le sol. Étant les seuls résidents de cette vallée isolée, le chalet disposait de tout le nécessaire. Le salon était immense, avec une cheminée finement ouvragée qui suffisait à réchauffer toute la vallée. De grands fauteuils rembourrés étaient dispersés, offrant des places confortables pour un grand groupe. Après avoir posé nos sacs dans notre chambre, nous nous sommes installés au salon, chacun choisissant un siège douillet. Liam est allé chercher les vins les plus chers de la cave, pendant que Samantha et moi commencions à bavarder. Matthew parcourait la maison sans cesse, examinant chaque décor comme un enfant curieux. « Waouh, vous avez vraiment beaucoup de photos », a dit Matthew en regardant le mur. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais des photos encadrées étaient accrochées au mur, juste à côté de la porte. Nous nous sommes tous levés pour aller voir ces photos de plus près. Il y avait des photos de Bethany et Liam avec leurs parents et leurs amis du lycée. Parmi toutes ces photos, un cadre en particulier a attiré notre attention. Elle avait été prise dans cette maison. Sur cette photo, un garçon de 16-17 ans était assis dans un fauteuil près de la cheminée. Bethany à ses côtés, un verre de vin à la main et un grand sourire radieux. Bien qu'elle semblait ravie, le garçon affichait un visage sévère. Il avait des yeux vert pâle qui captivaient immédiatement quand on remarquait la photo pour la première fois. Bethany s'approcha et se plaça à côté de Matthew, le visage serein. On savait tous qui était ce garçon, alors l'ambiance est devenue gênante. Sans hésiter, Bethany dit d'une voix limpide « C'est Jérémy, mon copain du lycée. » C'était notre dernière photo avant qu'il meure dans cet accident de voiture. Désolé, Bethany. On ne voulait pas remuer ça, tu sais. T'inquiète pas. J'ai déjà été assez dur avec moi-même. Il est peut-être temps d'avancer. Bethany regarda Matthew en disant ça, et j'ai vu une étincelle naître entre ces deux âmes. Un grand sourire illumina le visage de Matthew quand elle lui donna enfin ce signe tant attendu. Bethany retourna s'asseoir, et Samantha et moi avons commencé à charrier Matthew. Je n'avais jamais vu un mec rougir autant. L'ambiance vacances s'installa et Liam arriva pile au bon moment. Il a apporté des alcools coûteux et nous avons commencé la fête.
Avec une musique douce en fond, tout le monde riait et buvait. En quelques mots, c'était comme les vacances de printemps. Soudain, le courant s'est coupé. Le chalet rempli de rires bruyants et du tintement des verres a plongé dans un silence profond avec cette coupure inattendue. La lueur de la cheminée nous a permis de retrouver le salon. « Mince, c'est bizarre. Espérons que l'électricité revienne vite », a dit Liam. On s'est tous assis pour profiter de l'ambiance lugubre autour de nous. Un vent violent soufflait dehors, faisant trembler la fenêtre comme de timides rapides. « C'est parfait pour des histoires qui font peur », a dit Samantha. « Oh, arrête! Les fantômes n'existent pas, et je n'ai pas envie d'histoires inventées pour effrayer les enfants », a répliqué Matthew. Samantha et Matthew se disputaient sur l'existence des esprits, quand j'ai dit « on pourrait faire une expérience ». Tous m'ont regardé, et j'ai expliqué que les planchettes permettent de contacter un esprit. Je regrette encore d'avoir semé cette idée dans nos esprits ce soir-là, car ce qui s'est passé ensuite, aucun de nous ne l'oubliera jamais. Après beaucoup de débats, nous avons tous décidé d'essayer une planchette juste pour passer le temps. On pensait tous que rien n'arriverait de toute façon. Alors pourquoi ne pas essayer? Nous avons disposé nos chaises en cercle avec une petite table en bois au milieu. Matthew et Bethany se sont assis face à face. Liam et moi étions assis à côté de Matthew. Une bougie fut allumée et placée au centre de la table. J'ai dit doucement « L'esprit que nous invoquerons doit être connu de tous. Quelqu'un dont nous connaissons tous le visage. » Matthew et Bethany se sont regardés, puis ont fixé la photo de Jeremy. Personne n'a parlé, mais nous avions tous compris. Liam dit d'une voix hésitante « Beth, tu n'es pas obligé de faire ça si tu n'es pas à l'aise. »« Non, ça me va, » répondit Bethany d'une voix catégorique. C'était comme si elle voulait voir si les esprits existaient ou non. Posez vos mains sur cette table et fermez les yeux. Concentrez-vous et pensez à Jérémy. Quoi qu'il arrive, ne retirez pas vos mains de cette table. Jérémy, si tu nous écoutes, montre-nous un signe. Nous t'appelons Jérémy. S'il te plaît, montre-nous un signe. Le vent rugissant et le crépitement de la cheminée étaient les seuls sons accompagnant ma voix à ce moment-là. Rien ne s'est passé pendant 5 minutes d'affilée. Nous étions tous sur le point d'abandonner quand un grognement étouffé se fit entendre. Tout le monde a lentement ouvert les yeux et nous avons tous remarqué Matthew. Sa tête était baissée comme s'il était hypnotisé et il grognait d'une voix basse et sourde. « Matthew, es-tu… » Une atmosphère sombre envahit le salon alors que la bougie s'éteignait. La cheminée devint la seule source de lumière. J'ai dit à tout le monde de ne pas bouger et j'ai demandé à Matthew à voix basse « Jérémy, c'est toi ?» Matthew a hoché la tête de haut en bas. Nos visages sont tous devenus pâles. Il a lentement relevé la tête et nous avons vu que ses yeux étaient toujours fermés. Des bulles se formaient au coin de sa bouche. Le grognement réprimé trahissait la colère et la haine qui bouillonnaient en lui. Aucun de nous n'était préparé à ce qui allait suivre. Matthew ouvrit ses yeux injectés de sang et regarda Bethany. Ses yeux étaient fixés sur elle, brûlant de haine profonde et de colère. Soudain, il parla d'une voix démoniaque. « Betty, tu veux retomber amoureuse, hein? Tu veux m'oublier et passer à autre chose avec Matthew? Oh mon Dieu! Jérémy, c'est toi? C'est toi? Je ne te laisserai pas m'oublier. Tu étais à moi, rien qu'à moi. » Cette nuit froide, au sommet de la montagne, Liam et moi l'avons plaqué au sol et avons versé de l'eau sur sa tête. J'ai crié « Jérémy, ce n'est pas ton monde. Tu dois partir. Laisse Matthew et va-t'en. » Après une longue lutte de déni et résistance, Matthew s'évanouit lentement sur le sol et son corps retrouva son calme. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Samantha s'est réveillée après un moment et est allée directement dans sa chambre. Bethany n'a pas prononcé un seul mot de toute la nuit. Et dès le lever du soleil, nous avons sauté dans nos voitures et quitté le chalet. Matthew a été transporté à l'hôpital. Pour le reste de nos années universitaires, tout le monde s'est éloigné car nous étions trop choqués pour accepter cette vérité. Bethany n'a plus jamais parlé à aucun d'entre nous et nos joyeux souvenirs d'université se sont terminés pendant ces vacances de printemps. Cela fait 4 ans depuis cet incident. La raison pour laquelle je m'en souviens maintenant est une invitation de mariage reçue par email. Elle venait de Liam. Il m'invitait au mariage de sa sœur.
Sur cette carte, il y avait une photo de Bethany et Matthew ensemble. Bethany arborait un grand sourire, mais le visage de Matthew semblait trop sérieux. En regardant de plus près, j'ai remarqué que ses yeux avaient changé de couleur d'une façon étrange. Les yeux bruns de Matthew sont maintenant vert pâle. Pas seulement ça. Son visage me rappelait tellement Jérémie. Est-ce même possible? Cela signifie-t-il que, cette nuit-là, Jérémie n'a pas quitté le corps de Matthew? Au lieu de cela, il l'a capturé pour récupérer sa petite amie du lycée. Si c'est le cas, qu'est-il arrivé à l'âme de Matthew? Mes amis et moi sommes allés en Irlande pour nos vacances de printemps. On a réussi à trouver une place sur une super plage très prisée par les étudiants américains et britanniques en vacances. On était entouré de nanas canons en maillot de bain qui ne laissaient pas grand-chose à l'imagination. Et il y avait un concert génial sur scène, spécialement pour l'occasion. Quelques vacanciers se détendaient sur le sable, bronzant. Mais moi et mes potes, Vic et Will, on se lâchait complètement, dansant comme les idiots ivres qu'on était. Faut reconnaître ça aux Irlandais. Ils savent comment faire de la bonne bière. On a dû s'enfiler au moins 4 canettes de Guinness dès la première heure. Je me suis limité à 2, par contre. J'ai toujours été le plus responsable de nous 3, mais vu comment Vic et Will étaient déchaînés, ce n'est pas vraiment un compliment. Hé, Rick, Will, matez ces nanas! Il pointait vers 2 filles sexy qui restaient à l'écart des autres. L'une avait des cheveux roux comme le feu, tandis que l'autre les avait blonds et brillants comme l'or. Toutes 2 avaient les yeux verts les plus éclatants que j'ai jamais vus. De plus, elles avaient des visages d'anges et des corps de démons qui nous donnaient envie d'abandonner nos âmes au plaisir. Ça ne m'aurait pas dérangé que l'une d'elles me frotte un peu de cette chance irlandaise, aussi improbable que ce soit. Mec, ces filles sont bien trop pour toi. Vic afficha son plus beau sourire d'ivrogne et lissa ses cheveux dorés. Regardez et apprenez, les gars. Oh, pas question. On ne va pas te laisser t'amuser tout seul. Allez, Rick. J'étais presque sûr que tenter de flirter avec elles était peine perdue, mais je les ai suivies quand même pour éviter les ennuis. Une fois plus près, j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez ces filles. Leurs oreilles étaient non plus longues que la normale et pointues au sommet, comme celles d'un lutin de Noël. Je n'avais jamais rien vu de tel, mais bon, je n'étais jamais allé en Irlande avant. Alors, j'ai supposé que se faire les oreilles devait être à la mode là-bas, ou un truc du genre. Je doutais que Vic ou Will les aient même remarqués, trop occupés à mater les autres atouts des filles sous le coup. Hé, les filles, vous kiffez la soirée jusqu'ici? C'est un peu barbant, franchement. Oui, je trouve que ça manque de piquant. Hein? Alors, vous comptez rester ou vous allez vous tirer bientôt? En quoi ça vous regarde, les mecs? Parce que la meilleure fête, c'est là où vous êtes, les filles. Les filles ont pouffé de rire. Et Vic a souri comme un crétin satisfait de sa petite victoire. Tu as raison. Les fêtes avec nous sont toujours plus fun. On pensait justement quitter cet endroit pour une soirée plus exclusive. C'est sur une autre plage, pas loin d'ici. Vous voulez venir avec nous, les garçons? Oh, carrément. Mais pendant que mes amis se félicitaient d'avoir attiré l'attention des filles, je commençais à sentir quelque chose de louche dans toute cette situation. Pourtant, j'étais proche de Vic et Will, donc je ne pouvais pas les laisser là. En plus, je ne voulais pas non plus gâcher nos vacances de printemps. Nous avons tous les 3 suivi les 2 filles hors de la plage, loin de la foule bruyante. Elles nous ont menés à une caverne imposante qui n'était qu'à 5 minutes à pied de l'endroit où nous faisions la fête. Il y a une autre plage de l'autre côté de cette caverne. Si vous n'avez pas trop peur d'entrer, on peut faire la fête comme jamais de l'autre côté. Des signaux d'alarme ont commencé à retentir dans ma tête. Je ne voulais pas entrer dans une grotte profonde et sombre avec des inconnus bizarres pour aller Dieu sait où. Vic et Will semblaient trop empressés de les suivre, trop occupés à penser avec leur entrejambe pour voir le côté louche. Et moi, ne voulant pas plomber l'ambiance, je me préparais à ce qui nous attendait de l'autre côté de cette sombre caverne. J'ai été agréablement surpris quand nous sommes tous sortis indemnes sur la plage la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. C'était presque comme si nous n'étions plus sur Terre. Le sable était du blanc le plus pur que j'ai jamais vu. Les eaux étaient d'un bleu azur cristallin que je n'avais vu que sur des vitraux, et même le ciel semblait plus lumineux et plus clair qu'avant, sans un seul nuage à l'horizon.
Mais le meilleur, c'était cette fête battant son plein avec les nanas les plus canons de la galaxie. Plusieurs d'entre elles sont venues saluer les filles avec qui nous étions entrés, et j'ai remarqué qu'elles avaient toutes aussi des oreilles pointues. J'allais enfin leur demander ce qui clochait avec leurs oreilles quand l'un d'eux m'a tendu un verre d'alcool. J'ai pris une gorgée du liquide doré, et c'était comme si toutes mes pensées et réserves s'évaporaient. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Je sais juste qu'il y avait beaucoup de danse et encore plus d'alcool. J'ai perdu Vic et Will à un moment, mais je m'en fichais. J'étais trop occupé à m'amuser avec les filles et à danser sur cette musique étrange, jouée par un groupe invisible. Le temps filait à toute vitesse, même si le ciel ne s'assombrissait pas. Sans mes amis, je me suis mis à draguer tout ce qui portait un bikini, sans grand succès. Personne ne m'a vraiment rejeté, mais elles me regardaient avec l'amusement qu'on réserve à un chien errant qui quémande. Après avoir réussi à faire rire les filles sans les séduire, j'ai décidé de sortir le grand jeu. J'avais une guitare à l'arrière du van, louée, avec lequel mes amis et moi sommes venus à la plage. C'était une idée stupide, alimentée par l'alcool, mais je pensais pouvoir les séduire avec ma musique groovy jouée sur ma guitare cabossée. J'ai posé mon verre d'alcool doré sur un rocher plat près de l'entrée de la caverne et j'ai quitté la fête comme j'y étais entré. J'ai traversé la caverne en me guidant avec les murs dans l'obscurité. Dès que je suis sorti de l'autre côté, j'ai senti mes forces m'abandonner. Ma respiration est devenue courte et laborieuse, tandis que mon dos et mes genoux me faisaient mal comme après un marathon. Soudain, l'idée de séduire les filles avec ma guitare est devenue la dernière chose à laquelle je pensais. Quelle que soit cette boisson dorée qu'on nous servait, elle me causait une terrible gueule de bois que je devais cuver dans le van. Je me suis dirigé vers la plage principale où les gens faisaient encore la fête pour les vacances de printemps. La musique n'était plus aussi groovy qu'avant, cependant. En fait, c'était une musique assourdissante et insupportable d'un genre que je n'avais jamais entendu de ma vie, et qui n'a rien fait pour soulager ma tête qui battait après ma cuite. J'ai mis ça sur le compte d'un truc européen et me suis dirigé vers le parking aussi vite que possible. Arrivé là-bas, notre van avait complètement disparu. À la place, le parking était rempli de voitures bizarres que je savais absentes lors de mon arrivée. Par curiosité, je me suis approché d'une pour l'examiner. J'ai vu mon reflet sur sa carrosserie brillante et j'ai laissé échapper un hoquet rauque. La personne qui me fixait dans le reflet était un vieil homme usé de 70 ans et non le jeune homme soigné de 20 ans que j'étais en arrivant à la plage. Alors que je tentais d'assimiler mon nouveau look, quelqu'un à la fête a annoncé quelque chose au micro qui m'a glacé le sang. C'est parti. Spring Break 2018. Wouhou! Il disait qu'on était en 2018. Mais quand j'étais arrivé, on n'était qu'en 1965. D'une façon ou d'une autre, pendant que je faisais la fête avec ces êtres aux oreilles pointues, plus de 50 ans s'étaient écoulés dans le monde extérieur. Je me suis précipité vers la plage cachée aussi vite que mes genoux vieillissants me le permettaient. Je n'ai jamais été attentif en cours de littérature, mais je me rappelais l'histoire de Rip Van Winkle, qui dormit des décennies après avoir bu avec l'homme magique des montagnes. Sauf que moi, je faisais la fête au lieu de dormir. J'ai trébuché dans l'obscurité de l'entrée de la caverne avant d'en ressortir de l'autre côté. Là, j'ai découvert une plage ordinaire au lieu du paradis intact où je trinquais quelques instants plus tôt. Les seules choses inhabituelles étaient les cadavres de 2 vieillards ridés. Malgré les ravages de l'âge, j'ai reconnu Vic et Will à leur maillot de bain. Leur visage figé dans la mort affichait un sourire béat, ignorant le temps passé pendant une fête de Spring Break qui n'avait jamais pris fin. Quand j'étais petit garçon, mon père m'a dit quelque chose alors que nous étions assis dans la forêt. Il m'a dit « Écoute bien, mon cher Andrew, il n'y a rien de plus beau dans ce monde que la nature qui nous entoure. Je veux que tu regardes autour de toi et que tu vois ces beaux arbres vivants qui nous surplombent, l'herbe douce sous nos pieds, ce sentiment de bien-être que tu ressens ici, et je veux que tu apprécies tout cela. La nature nous offre tant de choses, mon fils, et il n'y a pas de meilleure façon de la remercier que de la préserver. J'ai gardé ces mots toute ma vie,
car à cet instant, j'ai vraiment senti que les arbres et tout ce qui m'entourait me parlaient. L'amour pour la forêt n'a fait que grandir depuis et n'a jamais faibli jusqu'à aujourd'hui. J'étais alors un étudiant écologiste de 23 ans qui jouait au football. Mon père était Ludovic Charles, un millionnaire qui avait aussi une passion profonde pour la préservation de la nature. Malheureusement, il est décédé quand j'avais 18 ans à cause de problèmes de santé. Bien que la mort de mon père ait été douloureuse, j'ai trouvé du réconfort en poursuivant sa passion, défendant la préservation de la nature à chaque occasion possible. Pendant mes études, j'ai commencé à équilibrer le football avec mes cours et mon activisme environnemental. L'université était géniale, mes 3 premières années étaient formidables. Mais malheureusement, je n'ai pas pu terminer à cause d'un petit incident pendant les vacances de printemps de ma 3e année. J'avais invité un de mes coéquipiers et très proche ami, Samuel Brown, dans l'un des manoirs de mon père pour passer les vacances. Je connaissais Samuel depuis l'enfance, et il était comme un frère pour moi. Je savais donc qu'il serait parfait pour passer ses vacances ensemble. Nous sommes arrivés au manoir, situé tout près de la forêt, et Samuel a fait un commentaire en disant « Waouh mec, la forêt déborde vraiment !» Il avait raison, car les arbres commençaient à empiéter sur l'arrière du manoir. Je savais que mon père avait construit le manoir ici pour être proche de la forêt, et je savais qu'il serait heureux, même si la forêt s'étendait. J'ai donc répondu à Samuel comme il se doit. Samuel a alors plaisanté. Vu ton amour pour la nature, je sais que tu serais ravi si la forêt recouvrait entièrement le manoir. Comme ça, tu pourrais vraiment dire que tu vis dans la forêt en vrai défenseur de l'environnement. Nous avons ri tous les deux en entrant. Après nous être installés, nous avons regardé la télé et ce soir-là, aux infos locales, on a appris que depuis 2 ans, plusieurs bûcherons avaient disparu et sans personne pour couper les arbres, la forêt s'étendait rapidement. Je voyais que Samuel était troublé par cette nouvelle et je ne voulais pas en parler car ça aurait gâché l'ambiance. Alors, j'ai changé de sujet en lui proposant de jouer aux jeux vidéo. Nous avons joué un moment avant que Samuel ne dise qu'il voulait se soulager. Je lui ai demandé s'il savait où étaient les toilettes, car je ne voulais pas qu'il se perde dans la grande maison, comme il disait. « T'inquiète pas mec, je les trouverai tout seul. » Environ 5 minutes se sont écoulées avant que j'entende le cri déchirant de Samuel résonner dans toute la maison. J'ai immédiatement couru vers l'endroit d'où venait le cri pour m'assurer qu'il allait bien. Je suis arrivé pour voir mon ami Samuel debout dans le congélateur de la cuisine, fixant les nombreux cadavres gelés suspendus au plafond comme de la viande. Un Samuel choqué m'a alors demandé « C'est quoi ce bordel, mec ?» Et je lui ai calmement répondu « Oh, désolé que tu aies dû voir ça. Ce sont tous les corps de ces foutus bûcherons qui disparaissent depuis 2 ans. Je les ai tous tués parce qu'ils étaient des meurtriers. » Mon ami Samuel m'a alors regardé, incrédule, et a dit « Quoi? Comment? C'est juste une mauvaise blague, n'est-ce pas ?» Je l'ai alors regardé droit dans les yeux et dit « Non, pas du tout. Et crois-moi, ce n'était pas facile, mais c'est pourquoi je joue au foot et je m'entraîne souvent. Je savais qu'après avoir tué ces salauds, je devrais les traîner jusqu'ici, et j'avais besoin de beaucoup de force pour ça. Bah, je faisais simplement le nécessaire. » Samuel a alors bégayé. « Mais pourquoi t'as fait ça, mec? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Je lui ai alors répondu « Parce qu'ils ont coupé les arbres vivants de la forêt. » C'est drôle, quand un humain est tué, le meurtrier est jugé. Mais quand un arbre vivant est abattu, rien n'arrive aux responsables. N'est-ce pas un parfait exemple de 2 poids, 2 mesures? Avec un air déconcerté, Samuel m'a dit « Écoute, Andrew, je sais que ton père et toi aimiez la nature, mais tu as tué plusieurs hommes, et ce n'est pas acceptable. » Je commençais à m'énerver, car il ne comprenait pas ce que j'essayais de lui expliquer. Alors, je lui ai répondu, ce n'est pas non plus acceptable d'abattre des arbres. Ce sont aussi des êtres vivants, et si tu écoutes bien, tu peux les entendre parler. Des gens commettent des atrocités en pillant la nature sans aucune conséquence. Mon père a essayé d'arrêter ça en collectant des fonds et en faisant des sermons, mais ça ne change rien, Sam. Les gens continuent de détruire la nature comme bon leur semble, et au final, il n'a rien pu faire pour l'empêcher. Alors, j'ai décidé d'agir à ma façon pour préserver la nature à tout prix. J'ai vu la peur dans les yeux de Samuel qui me regardait comme si j'étais fou.
Je savais qu'il me voyait maintenant comme un tueur en série dérangé, et s'il s'échappait, il appellerait la police. Alors, sans hésiter, je l'ai attaqué. On s'est battu un moment, mais je l'ai facilement maîtrisé, car même si on était tous deux footballeurs, j'avais une meilleure carrure, ce qui m'a donné l'avantage. Je l'ai plaqué rapidement et j'ai commencé à l'étrangler. Je le voyais suffoquer tandis que je serrais plus fort. L'homme que j'étranglais était comme mon propre frère. Je savais que le libérer signerait ma fin, mais je ne pouvais pas le tuer, car Samuel m'avait toujours soutenu dans mes combats environnementaux. Alors, dans ce moment de clarté, je l'ai relâché. Il s'est enfui du congélateur et je suis resté là, l'entendant appeler le 911, et en moins de 15 minutes, j'étais cerné par les flics. L'avocat de mon père a pris ma défense, mais je n'ai pas nié mes actes, j'en étais fier. Les familles des bûcherons voulurent ma mort, mais mon avocat a plaidé la folie. Alors, on m'a jugé instable et envoyé en hôpital psychiatrique. Assis dans cet asile, j'écris ce récit pour faire connaître mon histoire au monde. Les soi-disant écologistes, censés sauver les arbres, restent assis comme des idiots à tweeter « Sauver les arbres » sans rien faire concrètement. Et ça me met en colère de vous voir tous regarder mourir l'environnement que vous prétendez aimer. C'est un sujet sensible. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je conclurai en disant que je ne suis pas fou, ni mentalement instable. Les arbres sont bien vivants et j'ai fait ce que je devais faire pour les préserver. J'assume mes actes et si l'occasion se présentait, je recommencerai sans hésiter.